Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spécial Coupe du Monde de football, c'est maintenant. 1994, le football conquiert l'Amérique et le Brésil retrouve son trône. Aujourd'hui, direction les États-Unis pour une Coupe du Monde qui a surpris la planète de football. 1994, le football débarque au pays du baseball, du basket et du foot américain. Beaucoup doutent encore de la réussite de l'événement. Pourtant, cette édition va battre des records d'affluence et offrir au Brésil un 4e titre mondial après 24 ans d'attente. Pour nous accompagner dans ce voyage au cœur du mondial américain, nous recevons José da Silva, qui est le président de l'association du Toulouse FC. Bonjour José. Et bonjour Laurent, tout va bien? Ça va bien José. Alors, quelques mots sur José da Silva. Moi je suis le président de l'association du Toulouse FC qui englobe l'école de football du TPC ainsi que l'école féminine où nous avons eu la chance cette année, mais depuis 6 ans qu'un travail assez fabuleux a été fait, de monter en Arkema Premier League à l'élite française du football féminin, l'Arkema Premier League. Eh bien, ça va être une belle découverte, un beau challenge et je pense que pour le public toulousain, ça va être très très intéressant. Donc on a quelqu'un à qui parler par rapport au football, on sent la maîtrise déjà. Nous on va te ramener tout de suite sur la Coupe du Monde puisqu'on est en pleine actualité José. Et lorsqu'en 1988 la FIFA annonce que la Coupe du Monde 94 sera organisée aux États-Unis, beaucoup de spécialistes sont surpris. Pourquoi la FIFA prend-elle un tel risque selon toi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, elle prend ce risque de façon, je pense aussi mercantile. Dans tous les États, la Coupe du Monde a eu lieu, que ce soit en Europe, en Amérique latine. Mais bien sûr, les États-Unis, c'est un marché qui avait besoin d'être connu. Et c'est vrai que la FIFA, en 88, a annoncé que cette Coupe du Monde allait être organisée aux États-Unis, à la grande surprise de beaucoup de personnes. Mais ils savent que, de toute manière, pour développer encore le football de façon mondiale, les États-Unis sont une étape importante. Et ce succès dépasse quand même toutes les attentes, finalement, parce que les chiffres sont encore impressionnants aujourd'hui, José. Ah oui, en effet, il y a près de 3,6 millions de spectateurs ont assisté au match du tournoi, ce qui était assez fabuleux. On était loin d'imaginer autant de public. Ça reste encore un record absolu pour une Coupe du Monde. Les stades sont pleins quasiment partout. Une grosse surprise, une grosse attente de la part des Américains. Alors dans des grands stades, en fait, qui ont connu d'autres sports. Ah oui, le Rose Bowl de Pasadena, le Giant Stadium de New York ou encore le Cotton Bowl de Dallas, qui ont offert des ambiances exceptionnelles. On est conscient que c'est le football là-bas, c'est pas le football le ballon rond, c'est plutôt le football un peu à la rugby, quoi, chez eux. Ah oui. Alors, petit bémol, chez les féminines, le soccer, comme ils disent, le soccer est quelque chose d'important, mais chez tous les sports masculins sont pas du tout le football, c'est plutôt le ballon ovale, comme vous dites, avec bien sûr ces équipes assez exceptionnelles sur le Rose Bowl où tout le monde se lève très très tôt pour voir la finale, tous les ans. Cette Coupe du Monde marque aussi un tournant dans les règles du jeu. On sait que le sport arrive, il faut aussi faire comprendre tout ça, mais il y a encore des changements dans les règles du jeu. Oui. Alors, c'est vrai qu'au Mondial 90, ce qui avait été noté, c'était que c'était un jeu un peu trop défensif. Alors, c'est sûr que Coupe du Monde, par rapport aux spectateurs, par rapport, je dirais à un moment donné, cette idée de rassemblement de peuple, ça doit être davantage plus de spectacle. Pour la première fois, ils ont changé la donne, c'est-à-dire qu'une victoire apportait 3 points. Donc, vous imaginez qu'à un certain moment, les équipes, leur but était de marquer très vite les buts et d'encourager un maximum les attaquants. Ouais, c'était ça. L'objectif, c'était dès qu'on gagne, on marque plus de points, quoi. C'était un peu le principe. Tout à fait. Alors, ça fonctionne finalement. Ça fonctionne. Alors,
ça fonctionne, oui, peut-être un peu moins sur les matchs de poule, où là, il y a un peu plus de calcul. Par contre, il est clair que dès les éliminatoires, ça y est, c'est parti. Hein. Et on voit un nombre de buts incalculable. Hein. Ça, c'est la partie sport. Malheureusement, cette Coupe du Monde est aussi marquée par l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire du football. Je parle évidemment d'André Escobar. C'est vraiment une histoire douloureuse du mondial, bon, comme a pu avoir aussi dans les Jeux Olympiques avec la délégation israélienne, c'était horrible. Elles sont arrivées aux États-Unis avec beaucoup d'ambition. Les observateurs considéraient que c'était une équipe qui pouvait être très crédible pour le titre. Mais hélas, André Escobar marque un but contre son camp. Vous imaginez, marquer un but contre son camp. La Colombie est éliminée prématurément. Et quelques jours après son retour à Medellín, Escobar est assassiné. Et le monde du football est bouleversé. C'est clair que c'est vraiment une grosse tragédie. Et ça rappelle brutalement que le football peut parfois dépasser le simple cadre sportif. Alors c'est sûr que maintenant, André Escobar est devenu un symbole du fair play et de dignité. Son histoire a profondément marqué la génération des supporters de cette année-là. Hein. Il faut croire qu'effectivement, c'était un point à l'époque, mais qu'aujourd'hui, effectivement, on parle aussi de violence dans le sport et aussi dans le football. Et c'est bien de rappeler ces moments-là pour calmer le jeu et bien redire aux gens, et tu viens de le dire, que c'est avant tout un jeu, le football, et non pas une guerre. Il doit le rester un jeu, ça doit rester un jeu. Une Coupe du Monde, c'est un rapprochement des peuples. Et c'est toutes sortes de football, c'est une compétition merveilleuse où tout le monde doit se mélanger, doit être heureux d'être là et pour un spectacle exceptionnel. Et oui, le mot fair play dans toute sa grandeur. Alors on va revenir au sport, si tu veux bien, José, avec cette Coupe du Monde qui marque aussi le retour du Brésil au sommet après 24 ans d'attente. Mais ce Brésil est différent de celui de Pelé ou de Zico. Oui, c'est vrai. Alors, grosse déception en 1982, en 86 aussi. Ils pratiquaient un football magnifique, mais n'ont pas gagné. C'est vrai que c'était un football qui était toujours de l'avant, avec toujours une défense, toujours un peu, et un gardien de but pas forcément au niveau de ses attaquants. Et c'est vrai qu'en 94, le sélectionneur, qui était Carlos Alberto Parreira, choisit une approche plus pragmatique, un peu plus européenne, moins spectaculaire et beaucoup plus équilibrée. Défensivement, elle est très solide, beaucoup plus solide qu'au début. Et devant, elle possède un duo exceptionnel qui était Romario et Bebeto. Et oui, il faut se souvenir de ces grands joueurs. Romario est-il le meilleur joueur du monde à cette époque-là? À cette période, il sort d'une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone. Vous savez, il y a toujours eu un Brésilien à Barcelone qui est sorti un petit peu du chapeau. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est sa capacité à marquer dans n'importe quelle situation. Il est rapide, il est intelligent et imprévisible. Et dans cette Coupe du Monde, il inscrit 5 buts et se montre décisif à chaque étape importante. Je pense que sans lui, le Brésil ne devient probablement pas champion du monde. Et puis il y a cette fameuse célébration devenue mythique avec Bebeto. C'était une des premières. Mais alors c'est vrai que cette célébration, depuis, elle a changé. Des fois, c'est un ballon qui représente quelque part une épouse enceinte, ou alors elle doit dans le pouce dans la bouche pour dire voilà, il y a un heureux événement. C'est vrai que la célébration qui a été assez exceptionnelle de Bebeto, elle a fait le tour du monde. Il célébrait la naissance de son fils. Hein. Et c'est vrai que cette image, elle est restée unique et elle est quelque part recopiée sous d'autres façons, mais elle existe toujours. Ouais, c'est une très belle image, il vaut mieux voir des images comme ça. En tout cas, c'était très sympathique comme attitude. Alors, face au Brésil, l'Italie s'appuie sur un homme, Roberto Baggio. Peut-on dire qu'il porte quasiment son équipe jusqu'à la finale? Alors Baggio, c'était un homme, malgré tout blessé, quand même, faut le savoir. C'est un magicien du football. Techniquement, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Il a porté l'Italie pendant tout ce tournoi. Il a vraiment porté. Et les huitièmes de finale, après, Roberto Baggio devient irrésistible. Il marque contre le Nigeria, l'Espagne, la Bulgarie. Il y a plusieurs reprises, il sauve littéralement son équipe de l'élimination, faut le savoir. Ouais, tu l'as dit qu'il était aussi arrivé diminué pourtant physiquement dans cette finale. Ouais, il souffre d'une blessure musculaire, donc il n'est pas à 100%. Et malgré tout, les qualités techniques font la différence. Et ça revient. Le problème de Roberto Baggio, c'est que ça sera tragique, bien sûr, en finale au tir au but. Alors justement, cette finale Brésil-Italie, elle est souvent critiquée par son manque de spectacle, mais historiquement, elle reste unique.
Bah oui, parce que pendant 120 minutes, les deux équipes se neutralisent, comme je vous l'ai dit, hein, le Brésil est beaucoup plus défensif, je dirais, moins porté sur l'attaque. Donc c'est comme il y a deux belles équipes, deux beaux joueurs en face avec Romario, Bebeto et Baggio. Il est clair que les défenses prennent le pas un peu sur les attaques. Hein. Grâce à un Franco Baresi revenu de blessure de manière presque miraculeuse. Hein. Mais aucun but est marqué à la fin. Ouais, aucun but est marqué à la fin. C'est un petit peu quand même la philosophie italienne, ça. On ferme derrière, on joue la défense et on attend pour marquer. C'est face à une tradition du football brésilien qui était plutôt un football d'attaquant. Ça aurait dû donner un résultat autre. Bah oui, ils ont été. Alors le Catenaccio, le fameux Catenaccio italien, hein, qui leur a fait gagner bon nombre de compétitions, que ce soit au club, que ce soit les clubs ou la sélection. Ouais. Et c'est clair que là, les Brésiliens ont été annihilés en attaque par ce Catenaccio qui représentait bien l'Italie à cette époque-là. Alors ce qui amène malheureusement ou heureusement comme on veut, mais plutôt malheureusement à une finale qui se termine au tir au but et généralement ça se fait pas au tir au but, mais bon, ça s'est joué pour la première fois de l'histoire. Alors c'est vrai que le tir au but est très particulier. Alors le premier tireur, on s'en souvient, Franco Baresi, capitaine, et il dit donc j'y vais. Donc il manque sa tentative, il manque sa tentative. Mais après, derrière, il y a un gardien, Aliuka, qui arrête le tir de Marcio Santos. Et la séance continue à rester équilibrée jusqu'à l'ultime tir italien. Alors là, on évoque 94, tout le monde revoit la même image, Roberto Baggio face au ballon. Pourquoi ce moment est-il devenu aussi emblématique, finalement ? Elle souligne vraiment la cruauté de ce sport. Parce que Roberto Baggio, vous imaginez, il a porté l'Italie pendant que ce soit sur les poules ou dans les éliminatoires. Il a porté l'Italie, puis c'est cruel. Il a marqué tellement de buts décisifs, il a fait rêver tout un pays, que soudain, il loupe son penalty, il loupe son tir au but, qui emmène le Brésil sur le toit du monde, hein, champion du monde. Et là, l'Italie s'effondre. Ouais, c'est ça. Il a frappé au-dessus de la barre et donc ça donne le titre de champion du monde au Brésil, qui récupère donc un 4e titre de champion du monde. Est-ce que tu peux nous parler aussi des Bleus dans tout cela ? Comment ça s'est passé ? Oh là là, j'étais devant mon poste de télévision, 2 matchs. Alors, ce qui est assez fou, c'est que normalement, il ne devait pas y avoir de problème, puisqu'on recevait Israël. Alors, la grosse surprise, Israël nous bat à la maison. Alors là, tu parles, on se resitue bien, on n'est pas qualifié finalement et on parle d'avant, c'est-à-dire dans les qualifications, donc on n'est même pas au stade de la Coupe du Monde. Tout à fait, c'est pour ça que la France n'a même pas été à la Coupe du Monde de 94, vous imaginez la première fois aux États-Unis, par rapport à ces deux scénarios qui marquent encore toute une génération, hein. Que ce soit Israël et après derrière la Bulgarie avec ce fameux but dans les dernières secondes de Kostadinov. Donc ça nous a privés de Coupe du Monde et je me rappelle de Papin, Jean-Pierre Papin et Cantona, qui à l'époque étaient des joueurs qui auraient pu nous amener très loin, n'ont pas pu, hélas, profiter de ce bel événement qui se trouvait sur un continent où je pense que tout le football voulait s'y rendre. Alors moi, j'ai un souvenir, si tu me permets. J'étais à ce match-là au Parc des Princes et j'ai quelque chose qui m'a marqué ce jour-là. Quand on voit Kostadinov partir sur le côté, Laurent Blanc à l'époque hésite à faire un accrochage. Il aurait pu l'arrêter, il l'a pas fait, grand seigneur qu'il est. Et donc Kostadinov passe sur le côté et frappe. Et là, je me souviens d'une chose énorme. Le Parc des Princes, mais un silence, on va dire, de mort. Plus un bruit dans le Stade de France. Tout le monde comprend que là, c'est perdu et on n'ira pas à la Coupe du Monde. Ça a été un moment énorme à vivre. Vraiment, les gens sont partis, plus personne ne parlait quasiment, quoi. Ça a été un moment très fort qui a, je pense, aussi marqué les esprits. Ce qui n'empêche que ça a été peut-être aussi le début d'une nouvelle équipe qui s'est reconstruite par la suite pour aller là où on sait. Oui, mais même devant son poste de télévision, imaginez le silence complet, complètement abasourdi. Et c'est vrai que derrière, ce type de match a servi après par la suite, puisque 4 ans plus tard, c'était 98, hein, vous comprenez ? C'est pour ça. A servi pour justement éviter ce type d'erreur
sur des éliminatoires qui paraissaient à la portée largement de l'équipe de France. Oui, je pense que c'est aussi peut-être dans l'équipe, peut-être pas l'osmose qu'il aurait fallu, l'entraîneur peut-être pas suffisamment vigilant par rapport à tout ça. Et voilà, il faut rappeler qu'une équipe de foot, c'est une équipe, c'est pas des individualités chacun dans leur coin. Il y avait beaucoup probablement un peu d'ego entre les uns et les autres, et ce qui produit finalement ce genre de tension. On s'est vu trop beau, trop vite, quoi. C'est clair. On a des noms, des gens comme Cantona. Hein. On voit aujourd'hui quelqu'un qui est ouvert au monde, qui a construit une carrière en restant lui-même. Hein. Le star business, star football, il est resté lui-même, c'est-à-dire une personne aujourd'hui qui est quelque part à un moment donné un peu le porte-drapeau de beaucoup d'inégalités dans le monde. Donc Cantona, c'est sûr, dans le milieu du football, restera un Cantona extraordinaire, un Cantona qui nous a fait rêver. Mais dans une équipe où tout le monde doit être à un moment donné hyper collectif, peut-être qu'il y avait beaucoup trop, comme tu dis Laurent, de personnalités qui étaient quelque part centrées, peut-être pas forcément sur le collectif. Ouais, c'est clair qu'en football, il ne faut pas oublier que le football est un sport d'équipe. En tout cas, 1994 restera comme la Coupe du Monde qui a conquis l'Amérique, un tournoi spectaculaire quand même, des stades pleins, l'émergence de nouvelles nations et le retour au sommet du Brésil. Une finale sans but, mais d'entrée dans l'histoire grâce à la première séance de tir au but en finale de la Coupe du Monde. Et même si aucun joueur n'a marqué pendant le match, les tirs au but victorieux de Romario, Branco et Dunga ont offert au Brésil une 4e étoile, tandis que le tir de Roberto Baggio est devenu l'une des images les plus célèbres de l'histoire du football. Merci beaucoup José pour ton éclairage, ta passion et le temps que tu as bien voulu nous accorder pour cette passion du football et le raconter cette histoire de la Coupe du Monde. C'était aussi le souhait que l'on veut faire. Donc voilà ce qui s'est passé en 94. Merci à toi. Merci Laurent. En tout cas, sache que tous les 4 ans, il y a quelque chose d'exceptionnel, la Coupe du Monde, ça veut bien dire la Coupe du Monde, où plein de pays peuvent avoir un éclairage très intéressant. On le voit encore sur cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir que de regarder la Coupe du Monde et bien sûr avec une équipe qui, j'espère, va toujours au bout, hein, l'équipe de France. On va y croire jusqu'au bout. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre série consacrée à l'histoire de la Coupe du Monde, direction justement 1998 en France pour un mondial qui changera à jamais l'histoire du football français. Et comme toujours, et si on parlait de sport ?